Bienvenue sur Que du numéro 10 Agile, le podcast qui te livre tous les secrets pour bâtir une équipe qui ne démissionnera pas dans 6 mois. Je suis Christophe et mes invités sont des managers, des coachs, des leaders du monde agile. Avec eux, nous allons décrypter leur parcours, leur réussite et leur passion de bâtir des équipes performantes sans négliger l'humain. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Vous en avez marre des rétrospectives de sprint ennuyeuses et inefficaces ? Découvrez Nitro, l'outil de rétrospective en ligne numéro 1 en France. Avec plus de 60 activités prêtes à l'emploi, vous allez enfin découvrir ce qu'est un moment d'équipe, ludique et efficace. En plus d'offrir la meilleure expérience de rétrospective, Nitro vous permet aussi de vérifier l'état de santé de votre équipe et de mesurer l'impact des plans d'action à travers le temps. Nitro rassemble donc tout ce qu'il vous faut pour aider votre équipe à s'améliorer en continu. Aujourd'hui, Nitro est adopté par plus de 40 000 utilisateurs à travers le monde et compte parmi ses clients L'Oréal, Decathlon ou Leroy Merlin. Je vous invite donc à essayer Nitro gratuitement dès aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous sur le site nitro.io/fr. Ça s'écrit Nitro, N-E-A-T-R-O. Plus d'informations dans les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Que du numéro 10 Agile. Je suis Christophe et nous voici de retour sur les podcasts en audio. Donc aujourd'hui, j'ai une personne qu'on m'a recommandée. C'est mon amie Sarah Saidi qui me l'a recommandée et voilà. Et en plus, mon sponsor Nitro m'avait dit de prendre plus de personnes spécialisées dans le product management. Donc là, aujourd'hui, je suis fier et je suis très heureux d'accueillir Claire. Claire, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, enchantée. Du coup, je m'appelle Claire. Je fais du produit depuis une dizaine d'années, de First PM à CPO. Donc, j'ai vu un peu tous les postes de contributrice individuelle à manager. J'ai fait à la fois des startups et des grands groupes depuis que je suis freelance. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'en freelance, je fais de la stratégie produit. Ça marche, Claire. Alors aujourd'hui, le terme que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est sur la refonte produit, en fait. Qui est mon grand sujet, dans lequel effectivement j'ai décidé de me spécialiser parce que déjà il y a très peu de monde. On parle beaucoup de lancement de produits, on parle très peu de modernisation des produits existants et de qu'est-ce qu'on fait de tous ces vieux produits. Et qu'en plus c'est des sujets très stratégiques, très politiques, qui impactent beaucoup toutes les équipes. Et donc je trouve que c'est des sujets passionnants. Ouais, quand on parle de refonte produit, direct, moi j'étais dev avant, j'étais dev pendant 15 ans, tu vois. Donc direct, moi ça me fait penser à dette technique, direct j'envoie les gros mots, ça va être la merde. Il y a quelqu'un qui me dit quand tu dis refonte, c'est comme si tu dis Voldemort, c'est genre le mot qu'il ne faut pas prononcer. Ou effectivement, comme tu dis, tu refontes Ai Kata. Et il y a une stat qui m'avait assez marqué où t'as que 4% des refontes qui réussissent et qui atteignent leurs objectifs. Et la plupart se plantent sur ils n'atteignent pas d'objectifs business strat et t'as 50% qui ne terminent jamais et qui ne sont jamais mis en prod. Donc non seulement ça fait peur parce que tu penses dette, mais en plus, la réalité c'est qu'il y a beaucoup d'échecs de refonte. Ouais, et en plus moi je me mets à côté du business. Du coup, tu leur dis, mais nous on a des nouveautés à pousser, donc ça va prendre combien de temps cette refonte technique ? Parce que globalement, tu vois, ça peut aussi... ça m'apporterait en fait, ça met juste en suspens des nouveautés que je veux mettre. Moi, je comprends que il y a une des techniques à résorber ou comment t'as essayé de convaincre tout ça comment parce qu'il y a trop de croyances limitantes en fait sur ce sujet. Il y en a plein et souvent, je trouve que les product managers, je vais être très dur et cash, mais ils ne jouent pas leur jeu. C'est-à-dire que le rôle normalement justement, c'est de faire le pont entre la tech et le business. Et donc plutôt que de dire on va faire une refonte, donc en gros, je laisse la main à la tech pendant 6 mois, 1 an souvent. Se dire plus, comment je fais une roadmap évolutive, comment je suis plus agile, mine de rien, même dans une refonte, et comment je vais vendre à mon business que je vais commencer par ça parce que ça va résorber la dette tout en apportant de la valeur et comment j'avance pas à pas là-dedans. Et pour moi, ça, c'est un des énormes sujets, c'est comment je me repositionne moi en tant que produit sur ce genre de refonte où en fait, j'ai énormément d'impact, mais souvent la balle n'est pas passée au produit. C'est vraiment le CTO qui est tout seul pour porter la refonte et je trouve ça dommage. Ouais, donc en fait, le premier jalon, tu vois, pour avancer, c'est déjà bien communiquer en fait avec le business et le produit en fait. Pour moi, Qu'est-ce la que tu toute première chose que préconises ? je dis à tout le monde, c'est comprendre les besoins, bien comprendre les besoins de tout le monde. Donc stratégiquement, qu'est-ce qu'on était censé faire s'il n'y avait pas la refonte ?
La refonte, pourquoi il faut faire la refonte et qu'est-ce que ça touche? Est-ce qu'il faut tout refondre? Est-ce qu'il faut refondre certains bouts? Et arriver à faire un espèce de mapping business et technique où, en fait, la dette tech, c'est une contrainte et de se dire, OK, par rapport à la strat qu'on voulait faire, voilà ce qu'on va pouvoir quand même faire parce que c'est aligné avec la dette. Et donc, en faisant une refonte un peu plus longue, on va quand même pouvoir faire les deux. Et voilà ce qu'on va remettre de côté. Et pour moi, ça, c'est le cœur d'une stratégie, en fait, se dire, voilà l'itinéraire qu'on va pouvoir prendre cette année. Et voilà les choses qu'on accepte de ne pas prendre. En tout cas, pas sur la nouvelle version modernisée. Ouais, en fait, là, tu pars sur une co-construction avec le business et le produit, en fait. Mais du coup, il faut bien communiquer les enjeux et aussi un rôle d'influence, en fait. Il faut aussi rassurer. Et pour moi, cette co-construction, elle est obligatoire. C'est-à-dire que je dis souvent, justement, une stratégie de refonte, ça se co-construit. Et ça se co-construit même avec le COMEX. C'est-à-dire que c'est pas juste les équipes produit tech ou produit tech design qui se mettent d'accord. C'est avec le market, avec les sales, avec la stratégie de boîte, où tout doit prendre en compte qu'il va y avoir une refonte cette année. Parce que ça a trop d'impact. Ça a trop d'impact pour être vu comme un petit projet dans son coin, qui souvent en plus est un peu en retard, et qui va venir torpiller la roadmap commerciale si par exemple ils attendaient les nouveautés dans l'année. Ouais, et moi, je me mets à la place du business et je te dis direct, OK, on vous donne 3 à 6 mois, OK, sur 6 mois, allez, on va se dire 6 mois. Du coup, au bout de 6 mois, j'ai tout comme avant, plus nouveauté ou pas? Enfin, whole new world, tu vois, genre moi je vois souvent en château Disney, tu vois, la direction se dit OK, je te donne une refonte, mais du coup après j'ai un truc neuf, quoi. Et la réalité, c'est que si tu veux faire ça bien, non, t'as pas un truc neuf, tu vas avoir une ou deux nouveautés. Et ça, c'est chouette de se dire, voilà les gros jalons que je veux mettre cette année, stratégiques, et ça, vous les aurez. En revanche, du coup, on n'aura pas tout refait, et tout sera pas tout neuf, et on va fixer qu'une partie des problèmes. Et on va prioriser. Et c'est là où la négociation devient, je vais dire, plus intéressante, parce que du coup, tu dois avoir bien compris quelle est la stratégie de la boîte et ce que tu peux apporter. Mais ça peut faire un peu plus peur côté tech, j'allais dire, que de dire, en fait, on garde tout ISO et on remet tout à neuf. Mais en revanche, il y a zéro nouveauté. Et donc, je dis souvent, c'est un équilibre à trouver entre la nouveauté et la dette. Et comment on arrive à équilibrer les deux pour avoir une roadmap qui convienne à tout le monde et qui fasse avancer la boîte. Parce qu'une refonte où tu dis, pendant 18 mois, il n'y a rien de nouveau qui sort, tu prends un risque marché et client qui est énorme. Et du coup, dans les 50% de refontes qui finissent pas, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a une urgence marché au client et que du coup, il y a quelqu'un tout en haut qui a tiré la sonnette d'alarme et qui a dit stop la refonte, ça il faut qu'on le fasse passer. Et la refonte étant pas agile, tu peux juste pas faire pause. Et donc du coup, tu stoppes, tu mets dans la poubelle, et puis tu reprends 1 an et demi plus tard. Ouais, et du coup là, au niveau planning, comment ça se passe? Est-ce qu'on se dit, il y a tout ce périmètre-là qu'on a négocié et ça sort cette date jour J, ou on peut être un peu plus pragmatique et un peu plus agile? Il y a un mélange des deux. C'est-à-dire que je pense qu'il faut pas le faire en mode pur projet, mais je pense que c'est une erreur aussi de dire, je vais faire en mode full agile et on verra plus tard pour la roadmap. Parce que souvent, dès que je demande à quelqu'un juste d'étirer une roadmap de refonte, on passe de dans 9 mois, c'est bon, à en fait, il va falloir 1 an et demi, 2 ans. Une fois que tu commences à vraiment le faire en mode contrainte, budget, etc. Et donc, moi, ce que je dis souvent, c'est il faut avoir le mapping global. De se dire, ça, c'est vraiment tout ce qu'il faudrait pour arriver au bout de la refonte. Et il faut garder de la marge pour chaque bloc, de pouvoir bouger, reprioriser et se dire, je vais faire passer celui-là avant l'autre. Et donc, c'est un équilibre à trouver entre du projet et du produit. Et c'est aussi ça qui peut être inconfortable parce que projet, c'est un gros mot dans le monde du product management. Alors que pour faire une refonte, il faut réussir à allier les deux. Ouais, donc là, on a vu un peu la partie business et un peu management. Ça parle un peu du COMEX. C'est sûr qu'on a des sponsors replacés pour donner le tempo pour avancer. C'est quand même plus facile, hein. Allons directement dans le cas des équipes, parce que tu vois, on a les équipes de dev, mais aussi les product designers, la partie UX et tout. Comment ça se passe? Une refonte, pour moi, c'est souvent beaucoup de frustration parce que même pour les équipes, il faut comprendre que c'est pas une carte blanche. Et donc, quand je disais, en fait, non, au bout d'1 an, t'auras pas un tout nouveau logiciel avec une ergonomie toute propre et avec 0 bug technique. Si tu fais bien ta refonte, si tu l'as fait dans le mode agile, t'auras avancé sur plein de choses, mais il va rester des problématiques que tu traiteras de manière itérative. Et donc, au niveau des équipes, il y a un travail sur, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire bouger en tech, en design,
quelles sont les fonctionnalités qu'on voulait faire passer en produit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ou pas, comment je forme mes équipes, qui est un sujet qui est souvent extrêmement sous-coté. Et tout ça, c'est des projets qu'il va falloir adresser. Et là, j'ai envie de zoomer spécifiquement sur le comment je forme mes équipes, parce que souvent, quand j'arrive à une refonte, ça veut dire que j'ai mal géré ma dette. J'ai pas réussi à la gérer au fil de l'eau. Et donc, comment je fais pour qu'à la fin de ma refonte, on me dise pas, j'ai encore une autre refonte. Je parlais la semaine dernière justement avec une CPO qui me disait, c'est la 4e refonte en 2 ans que les équipes tech me proposent. Et dès qu'on en a fini une, j'ai l'impression qu'ils viennent avec une nouvelle. Ouais, donc peut-être que tu as un vrai sujet sur quelle est la place de ces équipes tech, comment ils sont formés aux nouvelles techno, comment tu gères la dette en règle générale. Exactement pareil, si côté ergonomie et design, tu te retrouves avec une refonte tous les 6 mois ou tous les ans, ça veut dire qu'il y a une montée en compétences générale à faire sur la gestion agile de la dette tech, de la dette fonctionnelle dont on parle assez peu, de la dette ergonomique. Et ça, c'est un sujet qui pique. Tiens, allons-y direct sur le sujet ergonomique. Du coup, juste avant, tu prends des recueils utilisateurs. Comment ça se passe? Ou tu sais déjà à l'avance? Ou pendant le projet, t'embarques des utilisateurs, des clients finaux pour avancer? Alors, un peu de tout. J'aime bien commencer par un audit ergo qui permet de savoir globalement, au niveau de la refonte, sur quoi on va devoir mettre le poids du corps en termes d'ergonomie pour aider à la priorisation. En revanche, pour moi, c'est clé d'avoir les utilisateurs tout au long du projet. J'ai volontairement projet d'ailleurs de refonte, mais de se dire, j'ai un client par exemple qui avait fait un council, en anglais, un conseil de refonte, où il avait ses 2-3 top clients qui étaient embarqués au fur et à mesure et qui devaient donner leur avis pour assurer que la refonte allait dans le bon sens. Et pour moi, c'est hyper important de les prendre en compte, mais aussi de prendre en compte qu'on part pas d'un produit qui n'existe pas. Souvent, les refontes, c'est des produits qui ont 3 à 5 ans, donc il y a énormément de connaissances en interne. Et donc, quand je parlais justement de cette carte blanche où tu peux avoir l'impression de dire, je repars de zéro, je relance des recherches utilisateurs. Non, en fait, t'es pas en train de refaire un go-to-market, t'es en train de refaire un truc qui existe. Et donc, c'est pas exactement la même approche c'est pas la même approche qu'un lancement de produit. Et donc, t'es beaucoup plus dans l'itératif et dans, j'embarque mes utilisateurs comme je le fais quand je fais évoluer légèrement un produit et pas sur un gros big bang, je repars de zéro et je réinvente la roue parce que le produit, il existe, il est sur son marché et si tu as récupéré de l'argent pour faire une refonte, souvent ça se compte en millions d'euros, c'est qu'il est assez rentable et viable, c'est que tu as déjà passé le market fit. Ouais. Ouais, tu peux pas, ouais. je vois. Tu vois, moi, j'ai participé à une refonte, tu vois. Le truc qui s'est passé, c'est que la partie produit, il était en pleine reorga, tu vois. Classique. Donc, il y a des départs et tout. Tu vois, nous, toutes les 2 semaines, on présentait les nouveautés, tu vois, d'avancement, tu vois, de la refonte. Mais comme eux, c'était pas leur prio, entre guillemets, vu qu'ils étaient en reorga, pendant 3 mois, 4 mois, on présentait, on avait quelques feedbacks, ça allait, mais on voyait que c'était pas leur sujet, tu vois. Mais ils ont lâché la refonte, c'est le fameux truc où le produit se dit, c'est une refonte tech, laissons les techs avancer, alors que c'est un sujet super stratégique. Et tu parles d'orga. En gros, pour moi, les 3 gros piliers d'une refonte, tu vas avoir évidemment tout ce qui est la tech et la dette technique, ça tout le monde y pense. T'as la partie fonctionnelle, qu'est-ce que je priorise quand, comment. C'est plus ou moins pris en compte. C'est ce que je disais sur l'alignement du COMEX. Souvent, c'est fait à un niveau beaucoup plus micro et c'est pas fait à un niveau plus stratégique. Et alors, t'as le 3e pilier qui est l'orga. Qui fait la refonte? Est-ce que c'est une équipe dédiée ou pas? Est-ce que tout le monde s'occupe de la refonte? Comment je gère la maintenance? Qui va faire le product marketing de cette refonte? Parce que pour le coup, c'est pas un lancement de nouveaux produits, mais tu vas quand même bouger beaucoup de choses. Donc, comment tu vas gérer cette com interne et externe? Et ce pilier orga, il est totalement sous-estimé. Alors que je pense, plus de la moitié des refontes que j'ai accompagnées, il y a une réorg en même temps que la refonte. Et donc, le cas que tu dis, il est pas du tout, enfin, tu vois, c'est pas du tout innocent. Et là, t'as du produit qui part, c'est encore pire quand c'est ton lead dev qui est parti et que tu dois faire la refonte. Et du coup, tu dois refondre une solution sans la connaissance. Et c'est le parent pauvre. L'humain, l'organe, la culture, comment on fait évoluer ça, c'est souvent le parent pauvre, malheureusement, des refontes, mais un peu tout. Parce qu'il y a le sujet qui fâche, en fait, c'est où est la doc? Où est la doc fonctionnelle ou technique, tu vois? C'est un vrai sujet. Et doc ou connaissance, il y a de plus en plus de boîtes. Là, parce que je bosse du coup aussi avec des cabinets de conseil, j'ai écrit un bouquin, donc voilà, je me suis renseignée sur plein de trucs. T'as de plus en plus d'outils avec l'IA qui font de la rétrodoc.
Donc le où est la doc peut commencer à s'atténuer et à être géré de manière différente. Mais souvent, tu fais une refonte parce que tu as des patchs, et donc tu as des patchs sur des patchs sur des patchs. Et donc si personne n'a documenté pourquoi ce patch-là existe, la probabilité que tu l'éclates en faisant ta refonte et en réécrivant le code est énorme, parce qu'en fait, surtout ceux qui partent, en gros, t'as soit d'une refonte itérative, soit je repars d'une feuille blanche. Bah, tu repars d'une feuille blanche, tu dis, j'ai fait un nouveau truc super clean, super simple, je comprends pas pourquoi il y a tout ça. Et puis t'essayes de mettre tes clients grand compte dessus et tu te rends compte que t'as plus qu'à rajouter 10 patchs. Parce qu'en fait, les patchs étaient là pour quelque chose, mais comme ils n'étaient pas documentés, plus personne ne sait. Et ça fait mal. Et ça, c'est le fameux cas de, tu termines la refonte en te disant, on va refaire une refonte parce que je viens d'ajouter 10 patchs et donc mon code, il est beaucoup moins propre que ce que j'espérais en fin de refonte. Ouais. Après, tu vois, on peut pas voir tout noir non plus, tu vois. Dans le sens où, tu vois, quand tu fais la refonte, c'est peut-être l'occasion, tu vois, de redocumenter tout ça, en fait. Que ce soit la doc technique, et du coup, tu vois, il y a la stratégie lancement de la refonte, mais aussi stratégie aussi comment s'organise justement pour les règles métiers ou la des techniques, tu vois. Comment on fait pour la documenter pour plus retomber là-dedans, comme tu dis, en fait. Là, j'ai un client, ça fait partie de la discovery. Donc, quand ils ont séparé discovery et delivery de la refonte, c'est une très, très grosse refonte sur 5 ans avec un très vieux logiciel, beaucoup de règles métiers dans de la paye, donc complexe. Et effectivement, tu as les équipes produits, pendant que le design fait de la discovery ergo, l'équipe produit fait de la rétro-doc, de ce qui doit changer. Et après, tu as la partie go-to-market où je disais, justement, dans l'orga, il y a un vrai truc qui est prévu sur la com et la doc client interne pour être sûr que ce qui sort refondu, c'est propre, on sait ce que c'est. S'il y a quelqu'un qui doit, et comme client, j'ai comme évidemment doc du code, hein, mais le nouveau truc qui est refait, c'est vraiment propre de bout en bout. Et c'est pas juste une nouvelle techno, c'est propre par rapport à tous nos nouveaux standards. Ça prend plus de temps. Il faut être totalement transparent, hein. Ça prend beaucoup plus de temps que si tu changes juste la techno. Mais en revanche, au moins, t'as construit sur une base solide. Ouais. Et la doc, du coup, c'est qui s'en occupe? C'est les PO? C'est les devs? Ou il y a des équipes dédiées? Méga bataille, doc du code tech, doc fonctionnel, mix entre les PO sur tout ce qui va être règles algorithmiques, par exemple, et les CSM, que je trouve on n'embarque pas assez dans la doc, alors que c'est eux qui doivent le réexpliquer derrière aux clients. Et donc, souvent, je vois avec les équipes CSM, est-ce qu'ils seraient pas motivés pour aider à la doc? Tu peux rappeler c'est quoi CSM? Customer Success Manager. Donc, c'est toutes les équipes qui vont faire du support, entre autres, qui en fait savent exactement ce dont ont besoin les clients et les questions qu'ils ont souvent. Et donc moi, je trouve ça intéressant quand c'est coécrit et que du coup, le PO va expliquer comment ça fonctionne, mais l'écriture est faite par quelqu'un qui a l'habitude de répondre aux questions clients. Et dans ma boîte d'avant chez Supermo, on a changé l'orga pour que je m'occupe du produit, du design et justement de tout ce qui était support et care. Et on avait du coup un pôle care extrêmement fort, qui était ceux qui connaissaient le mieux le produit et qui s'occupaient de 100% de la doc externe. Et franchement, c'était un bonheur. Parce que du coup, face à tes clients, tu as des experts du produit qui bossaient avec les PO pour faire la doc, mais eux étaient experts du produit et c'est pas le PO tout sachant qui a toute l'expertise. Donc moi, j'aimais bien cet orga-là. Et autant que possible, j'essaie de remettre les équipes support dans la boucle et pas de les garder en fin de chaîne en mode voilà ce qu'on a shippé, débrouillez-vous, quoi. Moi, j'adore ce que tu dis là. En fait, tu vois, quand tu fais des refontes ou même des orgas, tu vois, il y a le marketing qu'il faut pas oublier, on en a pas parlé, mais il y a aussi les équipes support. Et les équipes support, c'est ceux qui sont en direct avec le support et les utilisateurs. Ils connaissent le produit sur le bout des doigts, hein, mieux que les devs ou les PO, hein, clairement. Et du coup, quand tu arrives à les embarquer dans la boucle super tôt sur les sujets de refonte et pour justement documenter tout ça, c'est que du bonheur. Et justement, quand tu disais c'est important de faire dans une refonte de faire de l'orga, c'est aussi embarquer le support en fait. Donc c'est un super bon moment pour embarquer tout le monde, utiliser le market et les sales. Souvent, les commerciaux, ils ont des objectifs commerciaux, ils savent ce dont ils ont besoin sur l'année pour pouvoir signer ou non. Si tu fais sa remonte fonte sans les embarquer, la probabilité que tu aies des freins en cours de route parce que, surtout en B2B, il y a tel client qu'on a signé et en fait, on a signé un truc légèrement différent de ce qui existe. T'es quasiment sûr de te le prendre s'ils sont pas embarqués dans la refonte et qu'ils ont pas bien en tête ce qui va sortir et ce qu'ils peuvent ou pas vendre.
Et c'est pas méchant. Enfin, pour moi, c'est normal, c'est leur métier. Et du coup, pareil sur le market, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir marketer cette année? Il y a des boîtes qui font ça super bien. Je discutais avec Decathlon, par exemple, où ils ont refait tout leur go-to-market quand ils ont changé l'application. Et là, du coup, certes, t'as une refonte, mais t'as une refonte qui permet de reposer toutes les bases de voilà ce que fait notre produit, voilà qui fait partie de notre cible, voilà qui ne fait plus partie de notre cible, voilà les fonctionnalités clés sur lesquelles on veut insister et qu'on a retravaillé à fond pendant la refonte. Et là, ça peut devenir un vrai levier de croissance. Ouais, c'est génial cet exemple-là. C'est bien, c'est bien. T'as travaillé justement avec Decathlon ou c'est dans quel cadre que Je les ai tu contactés là lors de l'écriture du livre, donc je les ai contactés après, mais parce que justement j'avais un sujet sur le go-to-market de la refonte où je trouvais assez peu de boîtes dans lesquelles c'est fait, et en fait il y a assez peu de boîtes avec du product marketing. Et donc là c'est parce que chez Decathlon il y a des gens spécialisés dans le product marketing, et donc ça aide évidemment à faire ce go-to-market de refonte. Il faudrait que j'invite quelqu'un de product marketing, tiens. C'est intéressant ça. C'est hyper intéressant, et sur tous ces projets-là où tu as justement du positionnement stratégique qui se mêle avec du produit, c'est des profils qui sont extrêmement utiles. Revenons sur la orga, tu vois, parce que refond dit aussi orga des équipes, tu vois. Forcément, tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est une équipe qui va tout faire ou comme les équipes sont grosses, t'as peut-être une équipe API, t'as une équipe front, t'as une équipe data. Du coup, ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est super important aussi d'adresser la orga en fait, parce que clairement, je vais pas donner des billes, mais Là, moi, j'ai vas-y. un bon exemple. Chez Supermood, on a une des refontes qu'on a voulu faire, c'était un test marché, un pivot. Et on a décidé de mettre une équipe dédiée. Alors, classique startup, t'avais l'équipe A-Player qui faisait la refonte, et qui devait lancer le nouveau produit en 6 mois. On était 6. Je suis la seule à être restée dans la boîte 1 an après. Et c'est souvent que j'entends cette histoire, en fait, j'ai fait une équipe, je fais une petite équipe toute seule qui va faire sa refonte. Cette équipe-là, elle bosse comme elle veut, en mode agile, elle refait les méthodos, elle est en mode startup. Et sauf que quand t'es dans une boîte un peu plus mature, t'as un énorme clash de culture avec cette équipe que t'as totalement isolée. Et donc, le passage à l'échelle et le passage à tout le monde est extrêmement complexe. Et là, maintenant, moi, à part dans des cas où t'es vraiment sur un pivot nouveau marché, que tu veux tester plein de choses, et du coup, là, c'était logique. L'équipe, elle avait quand même une deadline temporelle où au bout de 6 mois, il y avait un go ou un no-go et l'équipe était finie de toute façon. Pour moi, c'est hyper important d'arriver à impliquer toutes les équipes. Certes, on peut le faire au fur et à mesure, mais de se dire, OK, eux, ils vont commencer par la refonte. Et il faut refondre plus maintenance d'une partie du logiciel. Pareil pour l'équipe 2, puis pareil pour l'équipe 3. Et du coup, tu as un vrai ownership dans chaque équipe qui fait un peu de nouveau, un peu d'ancien. Et t'as pas l'équipe qui gère l'ancien, qui souvent en plus est du coup délégué à des consultants. Là, je fais beaucoup de formations de refonte et souvent il y a des consultants qui disent moi je dois gérer le legacy, qu'est-ce que je dois faire? L'équipe qui gère le nouveau, et du coup tu crées une énorme scission dans la boîte. Alors que je trouve que c'est dommage, justement, c'est intéressant de retravailler l'orga et de prendre la refonte comme une vraie opportunité de se dire comment on veut fonctionner demain. OK, nos équipes, du coup, elles font un peu de mix, un peu de maintenance, un peu d'ancien, et au fur et à mesure, on embarque tout le monde. Ouais, ça c'est super important, ça. Clairement, si tu crées des silos et que tu laisses une équipe qui reste sur le legacy, ça va démotiver sur la longue, tu vois. Et si tu as une équipe qui est en mode un peu R&D, qui fonce, si derrière, comme on l'a dit tout à l'heure, si la communication, elle est pas claire et on demande pas l'aide du support ou des autres équipes en dehors d'équipe, ils vont se retrouver dans un village isolé, quoi. Ouais, et en fait, c'est toute la conduite du changement. Et tu vois, je te disais, une refonte, c'est un projet. Moi, souvent, mes clients qui ont des grosses refontes, je leur dis, il vous faut un chef de projet dédié, spécialisé dans la conduite du changement. Arrêtez de prendre un chef de projet tech qui va juste regarder le budget, le machin, et vous dire vous êtes dans les temps ou pas. C'est une vraie conduite du changement. Il faut s'assurer que toutes les équipes sont embarquées, qu'il n'y a pas d'équipe qui commence au fur et à mesure à décrocher totalement et à rester justement sur un ancien produit. Et c'est un vrai travail. Donc souvent, sur les grosses refontes, dès que tu commences à avoir 3 équipes qui vont faire de la refonte, 3 squads, ça devient intéressant d'avoir quelqu'un qui fait cette conduite du changement, même à mi-temps, mais qui va s'assurer d'embarquer toutes les équipes, que ça marche bien, produit plus design, plus tech,
À ce moment-là, souvent, on se pose la question est-ce qu'on passe en mode agile? Est-ce qu'on crée des trios? Comment on fonctionne justement pour mieux embarquer la tech puisque c'est un sujet porté par la tech. Donc, c'est une super opportunité pour moi de réinventer son organisation. Mais encore une fois, ça demande plus de travail et donc c'est souvent pas la piste numéro un. Si on se dit juste, tu dis, voilà, top of mind, on te dit, je fais une refonte, tu te dis, je fais une refonte tech, CTO, présente-moi la roadmap et on fonce. En fait, t'as besoin un peu d'un acteur du changement, hein, que ce soit un Scrum Master ou des coachs agiles ou plusieurs Scrum Masters. Parce qu'en fait, quand t'as plusieurs équipes qui vont travailler dans le même but, tu vois, mais ils vont pas travailler tous en même temps sur les mêmes sujets, tu vois. Donc forcément, il y aura des temps d'attente. Ouais. Et le but, tu vois, dans ces acteurs de la conduite du changement, c'est de limiter ces temps d'attente, tu vois. Parce qu'en fait, les expériences où j'ai accompagné des équipes, à chaque fois, le réflexe des DSI ou des gens d'IT, c'est OK, là, on est en retard, on va rajouter des devs en plus, tu vois. Alors qu'en fait, il faut juste limiter les temps d'attente. Il y a sûrement des temps d'attente de process entre différentes équipes. Et si tu réduis ces temps d'attente, t'as pas besoin de travailler plus, en fait. Et souvent, plus de devs, c'est jamais la bonne solution. En fait, c'est le fameux jeter de l'argent au problème et se dire si je mets plus. Non, en fait, si tu mets plus, tu crées encore plus de friction parce que tu dois aborder de nouvelles personnes qui n'ont pas spécialement la culture et donc tu règles pas le problème à la base. Et donc, t'amplifies juste la problématique en créant plus de bruit. Et je suis totalement d'accord avec toi que souvent, justement, il faut quelqu'un qui soit sur le terrain, qui comprenne bien ce qui se passe. Moi, j'ai fait aussi beaucoup de lead management où, du coup, quand tu dis temps d'attente, j'entends gaspillage. Qu'est-ce qui fonctionne bien ou pas dans l'équipe? Est-ce que l'équipe, elle est surchargée ou est-ce qu'il est sous-chargé? De temps en temps, c'est la surcharge. Souvent, c'est la surcharge. Souvent, c'est qu'on s'est dit, tu disais, est-ce qu'on peut être agile? On s'est dit, voilà les deadlines et voilà le budget est forcé. Puis si l'équipe prend du retard, on ne change pas les deadlines. Et donc, il y a une équipe à qui on pousse de plus en plus de choses à refondre et elle peut pas. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va baisser la qualité. Donc, elle va sortir des choses refondues avec des régressions. Donc, il y aura encore plus de bugs. Et là, tu commences à rentrer dans le cycle infernal de refonte qui refera une refonte, mais aussi, t'as pas changé la culture de ta boîte vers comment on bosse sereinement pour produire de la qualité et pour faire en sorte que notre nouveau logiciel il soit stable. Ouais, en fait, ouais. Quand tu parles à orga, il faut aussi repenser timing des équipes, tu vois. S'ils sont en surcharge, comme tu disais, après, t'as des équipes où tu vas te retrouver toute seule, en fait. Ouais. Les gens, ils vont partir, en fait. Les gens, ils vont partir et ils vont créer de la longue qualité. Et c'est dommage de faire une refonte pour recréer de la dette immédiatement. Ouais, c'est pour ça, comme tu disais, il y a toujours un travail de transparence, entre guillemets, et aussi de communication. Toujours à rappeler où on est et pourquoi on le fait. Hein. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, j'ai aidé des équipes qui étaient dans des refontes, tu vois. Au départ, ça allait bien, tu vois. Et au fur et à mesure que la date, la deadline approche, tu vois, ça commençait à se dégrader dans le sens où là il faut faire prioriser, là on est en retard, du coup ça c'est pas bon. Et si tu vois ce travail de priorisation il est pas fait, et aussi de transparence parce que le but aussi c'est d'alerter à temps, tu vois. Si tu le fais pas à temps, les trucs qui peuvent arriver c'est nous on est prêt mais l'autre équipe est pas prête, tu vois. Moi ce que j'aime pas c'est l'opération face propre, c'est qu'on commence à se dire nous c'est bon mais l'autre c'est pas bon mais nous on a fait le taf, tu vois. Donc il faut toujours aussi rappeler qu'on est une équipe, on travaille sur le même, on rame dans la même marque en fait, tu vois, dans la même direction. Et rappeler aussi, oui, on est en retard, mais est-ce que là on peut s'arrêter, on regarde dans le rétro et comment se mettre dans de bataille pour aider l'équipe qui est en retard, parce que le but c'est pas de se dire nous on a fait notre taf de l'autre côté et l'autre est en retard, tu vois. Et puis tu dis communication, je pense qu'il y a un gros sujet sur justement on dit refonte. Si on pouvait trouver un mot qui est plus gestion agile et itérative de la dette, ou paye ta dette au fur et à mesure, ça me paraîtrait beaucoup plus logique. Et je dis, tu vois, quand tu fais un crédit immobilier, si tu es en retard sur ta dette, tu vas la rééchelonner en disant voilà comment on va le gérer. Et pour moi, je vois les refontes un peu comme ça. C'est le jeu, c'est de se dire ok, là, on se prend un mur de dette parce qu'on l'a pas anticipé. Beaucoup le budget 2025. Ok, comment on va faire pour au fur et à mesure payer sa dette et pas se dire tout d'un coup il faut faire ça avec tel mur et là tu crées de la compétition entre les équipes. Je te rejoins sur nous on est dans les temps mais l'équipe à côté non et
Non, mais attendez, les gars, juste là, on est en train au fur et à mesure de gérer la dette. Mais c'est ce c'est ce que crée la deadline fixe. C'est-à-dire que si tu dis mon projet de refonte doit être arrêté à telle date et c'est ce qui est communiqué en COMEX et c'est ce qui est communiqué aux invests, bah, en fait, tu t'es mis dans un mode tellement projet que tu as tous les inconvénients du stress de fin de deadline. Versus, je le fais au fur et à mesure et comme je communique tous les 2 semaines, tous les mois et que j'apporte de la valeur parce que j'ai décidé de faire une refonte un peu plus lente mais en mettant quelques nouveautés, ça passe, plus facilement. Un des trucs que je trouve intéressant là-dessus, c'est je dis souvent de bien gérer les quick wins lors d'une refonte. Et de se dire: «OK, mais en fait, ma refonte, c'est mon jeu vidéo. Il faut pas que ma batterie de vie, elle passe à 0. Dès que j'ai une régression, dès que je suis à la bourre, bah, globalement, je perds des points». Les quick wins, ils sont là pour faire remonter la jauge. Et donc quand je planifie ma refonte, quand je bosse et cetera, est-ce que j'arrive à être suffisamment agile? Est-ce que j'ai mon backlog de quick wins qui fait qu'au moment où je me suis pris 2-3 claques, je vais aller sortir ces trucs-là pour faire remonter la confiance interne, remonter même, côté client, la perception du produit, pour arriver à avoir un vrai cycle de vie au fil de l'eau et pas ce fameux, tunnel du cycle en V où tu arrives à la toute fin et ça passe plus. Enfin, tu fais le V, tu arrives au bout de la pointe et tu dis, «Ça passe plus, c'est bloqué» et tu crées toutes les tensions. Ouais, le danger de ça, c'est que quand plus tu te rapproches de la deadline, plus tu te dis, bah, t'oublies un peu le but de la refonte et tu te dis, bah, on fait comme avant. Ouais, bah, c'est le risque, en fait. C'est comme tu dis, comme avant. C'est bon, bah, allez, on va sortir ça, on verra plus tard pour itérer. OK et du coup, c'est quoi le niveau de dette sur le produit qui est sorti? Ah dommage, plus 30 par rapport à la cible. Bah, on a oublié le but de la refonte et on Est-ce fait qu'il y a fixe des ta choses... valeur en plus, hein. Bah, parce que sur Ouais. ce stress, ce rush de fin, ce qui se passe, c'est que tu finis par cleaner le code et tu enlèves toutes les nouveautés. Soyons honnêtes, c'est ça qui est c'est ce que tu fais une refonte. Donc en fait, tu termines ta valeur, ta refonte certes dans les temps, mais en ayant fait sauter la valeur. Ouais, ça c'est les risques quand t'as vraiment une deadline. C'est normal, hein, t'as les équipes marketing, il faut prévenir à l'avance. T'es obligé d'avoir entre guillemets les mêmes fonctionnalités qu'avant en fait, au moins le minimum, tu vois. Mais c'est un jeu d'équilibriste hein, en communication de toutes les équipes et tous les acteurs, clairement. Du coup, t'as des petites astuces là. J'ai noté, j'ai bien aimé ce que t'as dit, les quick wins à mettre en avant. Est-ce que t'as d'autres trucs, recommandations comme ça Bah, du coup, c'est quand tu fais ta roadmap de quick win, essayer aussi de voir dans ta roadmap quand est-ce que tu vas faire des releases et quel marketing associé. Et moi, j'aime bien se dire avec le marketing, bah, par exemple, si au trimestre, ça bouge au trimestre sur le marché, je vais essayer de faire en sorte de chaque trimestre de vous fournir un truc à release. Évidemment, le petit, mais ça permet de créer de la confiance au fur et à mesure et de pas avoir cette méga deadline à la fin parce que comme tu as produit au fur et à mesure, tu as pris l'habitude déjà de bosser avec les équipes market et en plus, tu as augmenté ta jauge de confiance client. S Tout repose pour moi sur à quel point tu arrives à bosser avec les autres équipes et à quel point tu arrives à créer cette culture de la refonte, c'est pas un projet tech, c'est un projet de boîte et toute la boîte va nous aider sur cette refonte. Et les commerciaux, voilà à quel moment je vais sortir un truc qui va vous permettre de vendre. Le market, voilà les trucs sur lesquels on va bosser ensemble. La tech, on sait que le plus gros de la dette, il est là, bah, on va faire en sorte de le prioriser pas trop tard dans la refonte pour que ça avance. Et de vraiment créer ces jonctions avec tout le monde et d'arriver à devenir, souvent je dis le pote de tout le monde, mais oui, va prendre des cafés pendant la refonte. Ah, tu vois, c'est tout bête comme conseil, mais vraiment va prendre des cafés avec les personnes clés régulièrement pour t'assurer qu'ils ont compris ce que tu faisais, pourquoi tu fais une refonte, dans quelle direction tu vas et prendre le pouls de la boîte pour se dire au fur et à mesure, globalement on va dans la bonne direction ou, il y a un mur qui arrive que je vois pas parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'impatienter et du coup tu vas te prendre un changement de deadline ou un changement de cap ou autre chose en plein milieu, quoi. L'humain, j'ai envie de enfin tu vois, le tips numéro un, gérer l'humain et la partie tech de la refonte, tu vois le je suis ancienne dev comme toi, c'est relativement carré, ça peut prendre du retard, mais globalement souvent on sait où on va. En revanche, la gestion de l'humain, c'est là où il y a le plus de travail à faire. Ah, moi j'aime bien quand tu dis ça, parce que moi, tu vois, j'ai fait ce podcast. Tu vois, il y a la connotation agile dans mon podcast, mais clairement, tu vois,
Je parle rarement des frameworks, en fait, tu vois, des méthodes et tout. Moi, je retourne un peu dans la simplicité, mais dans le sens, c'est l'humain, en fait. Parce que les gens, c'est des experts, hein. Ils ont pas, à la limite, tu vois. Moi, j'apprends pas les gens à travailler, tu vois. Ok, j'aide à la conduite du changement, mais je vais pas leur dire, bah là, cette architecture-là, il faut faire comme ça. Vous mettez 5 développeurs sur ce sujet-là, c'est pas ça, tu vois. Mais il faut aussi remettre l'humain et aussi, bah, comme tu disais, être à l'écoute. Mais j'ai bien aimé quand tu dis, il faut aller prendre le café, hein. Moi, clairement, tu vois, moi, je suis pour le télétravail, y a pas de souci, tu vois. Mais en tant qu'acteur du changement, j'ai besoin d'aller voir les gens, tu vois. J'ai besoin d'aller voir les gens et les gens qui sont au marketing ou dans le top management, je peux pas les trouver, leur envoyer une invite Google Meet ou un Teams. Leur agenda, il est blindé. Donc, la seule façon où je peux les capter, c'est sur place, c'est à la cafette, en fait. Et clairement, ça, tu peux pas, sinon. C'est trop dur, en fait. Et pour moi, c'est hyper important. Et moi, tu vois, j'habite à Grenoble, donc je suis en quasi full télétravail. J'essaye de voir une fois par mois quand même les clients. Et même ceux que je peux pas, en fait, l'appel, j'entends, ça leur fait bizarre parce qu'au début, c'est ah, au fait, ton cours de peinture hier, comment ça s'est passé? Comment vont les enfants? Tu as besoin d'avoir cette information-là parce que ça va impacter évidemment derrière ce qui peut se passer. Et l'autre fois, je parlais avec quelqu'un, grippe, comme tout le monde, là, on est en pleine épidémie de grippe. Bah, tu parles avec les gens, ils ont leurs gamins qui ont pas dormi, eux, ils sont KO, ils font ce qu'ils peuvent. Tu sais que tu vas pouvoir légèrement adapter le planning de ta semaine et peut-être aussi dire aux autres de l'équipe, ouais, mollo. Enfin, tu vois, si elle a 24 heures de retard, elle a 24 heures de retard. Là, en ce moment, c'est pas le moment d'aller brusquer ce sujet-là. Et tu as du coup besoin de ces signaux-là quand tu conduis ce genre de projet parce que c'est des projets long terme et donc tu bosses avec des humains qui ont tous leurs contraintes, qui ont tous leurs envies, qui ont tous leurs ambitions. C'est la clé. Ça marche, Claire? On arrive à la fin la thématique. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de parler ou que tu veux rajouter, un truc important? Parce que je sais que tu as fait plein de conférences sur ça, et là tu l'as dit à demi-mot, tu as aussi un livre en préparation. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées Je pense que c'est d'en faire un sujet enfin, j'insisterai jamais assez sur en faire un sujet stratégique. Une refonte, c'est pas un petit projet filé à la tech qui est fait en loose day dans un coin et dans 6 mois, on est tranquille et on a enlevé ce caillou dans la chaussure. Et c'est la plus grosse chose que j'essaye de changer et de faire changer, c'est une refonte, c'est hyper stratégique et donc c'est de la stratégie, c'est embarquer des comex et donc si vous êtes sur un projet de refonte, impliquez-vous. Tu disais le produit qui était autre chose, qui était sur sa reorg, c'est pas possible sur une refonte et donc voyez-le comme un vrai sujet stratégique sur lequel vous allez pouvoir avoir de l'impact, quel que soit votre poste, pour transformer justement ce projet tech en un vrai levier de croissance pour la boîte. C'est un seul message à faire passer pour moi, c'est ça, comme tu dis. Génial, Claire. On va à la dernière partie du podcast. Je vais te poser un peu plus des questions sur ton style de vie, ton lifestyle. Je vais pas te coincer, et si les questions te parlent pas, t'es pas obligé de répondre. Mais généralement, je coince jamais les gens. Si une journée faisait plus de 24 heures, qu'est-ce que tu ferais? Euh, J'aime bien cette question parce que souvent, en fait, moi, c'est du temps pour moi. Je suis une workaholic, donc je fais plein de trucs, je lance plein de projets, tu sais, livres, conférences, podcasts, clients. Enfin, en gros, j'aime bien partager, je lance plein de trucs à côté. À côté, je suis maman de un et bientôt deux. Et du coup, le moi personnel dedans a tendance à s'effacer. Et on parle souvent de vie pro, vie perso. Pour moi, c'est un équilibre qui se trouve, mais pour le trouver, il faut arriver à être comme tu disais, souvent dans le vert tout le temps et de temps en temps dans le rouge, et pas genre dans le orange sanguine tout le temps et de temps en temps dans le rouge. Et donc, c'est d'arriver à me créer plus d'espace pour être dans ce vert de base. Là, tu me tends la perche. Comment rester dans le vert quand on est entrepreneur? Là, je fais beaucoup de travail sur déjà l'objectif et la vision, comme quand tu fais une boîte. Si ton objectif, c'est faire plus de CA, ça risque d'être un poil compliqué de rester dans le vert. Parce que plus, ou juste cet objectif-là te permet pas de te dire, bah voilà ma stratégie pour y arriver. Et donc là, j'ai fait moi un gros travail, en tout cas sur moi-même, pour me dire, bah en fait, vraiment, de combien j'ai besoin pour payer mes factures.
Ce qui m'empêche pas derrière d'être ambitieuse et de dire, bah, OK, je peux aller viser plus, mais je sais que c'est du bonus et du coup, si je sens que je viens dans le rouge-orange, je vais baisser mes ambitions et je les réadapterai après et toute une stratégie sur, bah, si je veux arriver là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'offres? Et qu'est-ce que ça veut dire en temps de temps pour moi, pendant lequel je vais pouvoir réfléchir, pendant lequel je vais pouvoir avoir des idées et comment je ne perds pas ma fibre créatrice. Moi, ça passe par, marcher dehors, faire du yoga, quand je sens que j'ai un certain niveau de stress, arrêter. Me dire: «Là, OK, là, je travaille sous stress, donc je vais faire des trucs de mauvaise qualité». Je me pose, je réorganise mon agenda et souvent, il y a plein de choses qu'on peut faire sauter dès qu'on s'écoute sur ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le travail d'une vie. De se dire, mon déjà, il faut se dire: «Mon but, c'est d'être dans le vert». Après, il faut se rendre compte quand on n'est pas dans le vert et après, il faut accepter de prioriser et là, cordonnier mal chaussé, tu vois? Je fais de la strat toute la journée. Je dis à mes clients: «Vous n'avez pas assez priorisé». Bah, pour le faire pour moi-même sur ma propre boîte, ça demande beaucoup d'humilité. Mais j'adore ce que tu dis là, hein. Il y a un truc qui m'a interpellé quand même. Tu vois, là, t'es à ton compte, hein. Je l'ai dit à demi-mot, les gens, ils ont dû le deviner. Tu disais que tu fais de la stratégie toute la journée, mais tu fais pas que ça, en fait. Parce que je vois que tu fais aussi des conférences, tu postes aussi sur LinkedIn, tu réponds aux invitations de podcast, merci à toi. T'es pas que ça, en fait. Non, bah, tu as raison. En fait, je fais de la stratégie pour mes clients. Donc ça, c'est un positionnement que j'ai choisi, de dire: «Je fais des missions de stratégie courtes» parce que moi, c'est ce qui me fait plaisir. Souvent, c'est strat et orga, les 2 sont très liés. J'ai cette vision du freelancing qui est j'ai quitté le salariat pour, avoir de la flexibilité, pour, travailler sur les sujets qui me plaisent, pour me poser la question de: «C'est quoi mon métier idéal? À quoi ressemblent mes journées idéales?» Et tu disais justement, par exemple, conférences, bah, pour moi, c'est un énorme plaisir les conférences. C'est pas une contrainte, c'est vraiment j'aime bien ça, j'aime bien partager, c'est un format que j'aime bien. OK, bah, comment j'organise mes missions et tout ça pour me permettre de faire des comptes? Le podcast, c'est un autre format pour moi de partage, donc je le mettrai dans cette même brique. Le livre, c'est un autre format de partage. C'est là où tu vois, je te dis: «Faut prioriser». Voilà, là, j'ai peut-être un peu encore du boulot à faire sur les formats que je choisis. Mais pour moi, ça fait partie du lifestyle dont j'ai envie, de dire: «Bah, oui, je vais faire tout ça». En pratique, à court terme, ça fait baisser mon chiffre d'affaires. Mais comme c'est pas mon objectif numéro un, je suis hyper à l'aise avec le fait de dire: «Bah, oui, là, on est en train de parler, ça va me donner de la visibilité, mais c'est pas du temps client facturé direct». C'est OK, parce que c'est un moment qui me fait plaisir et ça me fait plaisir là d'échanger, de partager avec toi, de savoir qu'il y a des auditeurs à qui ça va peut-être résonner. Ça fait partie de la vie que j'ai envie de me construire et c'est toujours pareil, cette histoire de qu'est-ce que tu aimes bien? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie dans la journée? Et moi, je suis assez convaincue que si tu suis ça, d'une manière ou d'une autre, ça va être chouette et peut-être pas en termes de CA, mais en termes d'épanouissement personnel, ce qui pour moi, est au-dessus du CA et Moi, peut-être en j'adore ce termes que de tu dis là, hein. En fait, je vais continuer un peu sur le fil directeur de l'intro. Quand je te disais, on me recommandait à toi. Tu vois, moi, je poste sur LinkedIn depuis 2 ans, tu vois. J'ai ouais. créé mon média avec le podcast, YouTube et tout. Oui, ça m'a permis d'attirer des clients et d'avoir un bon chiffre d'affaires, ok. Mais ça m'a aussi permis d'attirer des personnes qui sont à leur compte dans l'entrepreneuriat, et qui sont pas forcément dans le même secteur, tu vois. Et la personne qui m'a recommandé, qui m'a dit, putain, il faut que tu invites Claire dans ton podcast, ou même pas l'inviter dans ton podcast, déjà, il faut que tu t'intéresses à elle, vois déjà ce qu'elle fait, tu vois. C'est Sarah Saidi. Sarah Saidi, c'est une coach de Briefwork, tu vois. Elle est pas que ça, mais elle en a fait aussi son lifestyle et son métier un peu principal. Mais elle fait pas que ça aussi. Et en fait, elle a fait une formation avec une personne que je connais bien, Florian Mauvais, tu vois. Et du coup, elle a rencontré plein de gens dans cette formation-là, parce que voilà, elle va apprendre dans le marketing, elle va apprendre voilà, comment trouver des projets et comment trouver des choses intéressantes, tu vois, travailler sa curiosité et comment le monétiser et quelle est la stratégie pour le faire, tu vois. En fait, elle t'a rencontré là-dedans, en fait, tu vois. Ouais, bah, alors d'ailleurs, déjà, si vous avez jamais testé le breathwork, essayez le breathwork avec Sarah. Moi, ça fait quand tu vois comment tu restes dans le verre, bah, moi, ça fait partie d'outils que je vais pouvoir utiliser en me disant justement, c'est du temps pour recharger les batteries.
Et effectivement, on a toutes les deux la même coach qui est Floriane, que je recommande aussi énormément et qui base tout sur comment je structure un business au service de ma vie. Et c'est entreprendre sans s'épuiser. Et moi, je me fais beaucoup coacher. Il y a quelqu'un qui me faisait remarquer, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que tu as toujours un coach. Ouais, effectivement, depuis que je suis freelance, j'ai toujours un coach. euh, Parce que c'est ce qui me permet d'apprendre, d'aller un peu plus loin et de me poser la question sur ce que je veux dans mon business. Et tu as raison, ça ouvre d'autres portes. C'est du temps en plus, effectivement, ça fait partie de ma multipalette, mais qui me permet de rencontrer Sarah, qui me permet de te rencontrer et qui me permet d'enrichir mon approche. Je te disais, par exemple, sur le bouquin, au début, j'étais très sur stratégie opérationnelle de la refonte. Comment je vais, comment je crée une refonte, comment je choisis le bon format de refonte, comment j'organise mes équipes, comment je structure, comment je priorise. Donc, les premières offres que j'avais lancées, c'était là-dessus. Et plus je parle avec Floriane ou avec d'autres personnes comme toi, plus je vois tout ce sujet de en fait, non, c'est une question d'alignement d'équipe et la raison pour laquelle ça me passionne, c'est parce que moi, j'ai toujours été entre la tech et le business depuis très, très, très longtemps et donc la refonte, c'est entre la tech et le business et comment on fait bosser les gens ensemble et comment on allie des contraires et c'est ça que ça apporte toute cette ça apporte toute cette richesse justement dans l'approche, de parler avec toutes ces personnes-là et je veux dire dans le bootcamp de Florian, il y a que des gens où à chaque fois je me dis: «Ah, tiens, je vais aller piquer tel truc à telle personne parce que ça m'inspire». Tiens, il y a telle personne, par exemple, je pense à Grenoble, il y a Pauline Vétier qui elle fait du relation presse. Donc tu pourrais dire aucun rapport avec ce qu'on fait. En fait, si on a plein de choses en commun et plein de choses à s'apprendre, en plus elle bosse dans l'impact et c'est ça qui nous enrichit. Bon, c'est génial ce que tu dis là, hein, parce que tu vois, on a un peu un rôle transverse dans l'IT et dans le milieu du produit, tu vois. Et en fait, quand tu parles à la tech ou les gens du produit, c'est pas le même langage, tu vois, entre guillemets, tu vois. Et le fait d'avoir des gens comme Pauline Vétier, de côté ces gens-là, toi, qui te donnent des tips, bah t'apprends justement. En fait, pourquoi je te dis ça depuis tout à l'heure, depuis 10 minutes, c'est parce que, en fait, toi, t'es curieuse. T'es curieuse, mais t'as aussi de devenir expert dans ton domaine. Et pour devenir expert dans ton domaine, il faut aussi s'ouvrir et apprendre des nouvelles choses, tu vois. Et toi, t'as pas hésité, tu vois, à investir entre guillemets en toi. Comme tu disais, ça fait baisser ton chiffre d'affaires. Mais en fait, oui, sur le papier, ça fait baisser ton chiffre d'affaires. Mais toi, par contre, tu progresses en fait. Tu progresses en tant qu'expert technique, mais aussi humain, tu vois. Et au final, bah, ton CA, tu vas le rattraper plus tard, c'est sûr. Parce que tu vas Peut prendre d'autres compétences. peut-être, mais même je suis à l'aise si c'est pas le cas et je pense que c'est ça qui fait que justement je peux m'ouvrir à autant de choses, c'est que j'accepte que je m'ouvre à des choses qui m'apporteront peut-être pas du CA, mais ça va m'en faire découvrir, qui va m'en apporter et si j'étais que drivée par le CA, ces gens-là, je leur parlerais peut-être pas en me disant: «Bah, c'est pas ma prio du moment, je veux pas aller vers ça». Je crois beaucoup comme toi d'ailleurs au à ma connaissance sur justement bosser ensemble, parler avec des gens, je sais que toi tu as aussi bossé avec du Thibault Louis ou autre, où bah, en fait, OK, on se crée cette communauté et on est une communauté de gens qui ont envie d'apprendre des choses, qui vont aller dans la même direction, qui vont se poser des questions sur ce qu'ils veulent. Ça, pour moi, c'est une richesse infinie. Et est-ce que je serai produit dans la tech toute ma vie? J'en sais rien. Je suis curieuse. En revanche, est-ce que j'ai envie de bosser avec des gens qui vont partager, des passions, des choses, de la curiosité? Bah, ouais, moi, c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Ouais, ça s'entend, franchement, bravo à toi. Et tu parlais de ton livre. Son livre, du coup, ça sort quoi? Ça parlait de refonte ou sur un sujet plus large ou aucun rapport? Alors ça va parler de stratégie de refonte, mais vraiment de la partie amont sur, comment tu fais cette partie stratégique, comment tu bosses avec ton comex. Hem, ouais, voilà, cette partie vraiment stratégie de refonte en amont. Pareil, je me suis coachée, tu vois? Donc j'ai quelqu'un avec qui j'ai bossé. Pourquoi je fais un livre? C'est quoi le plan du livre? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et là, le problème que je veux résoudre, c'est comment je fais comprendre aux gens que la refonte, c'est hyper stratégique. Comment je fais comprendre à un head of product ou à un CPO qu'il faut qu'il se mette dans cette refonte et que c'est pas un sujet à déléguer rapidement à ses équipes ou à la tech parce qu'il est pas dedans. Et comment je fais comprendre à un comex l'implication qu'il peut avoir dans une refonte et l'impact que ça peut avoir derrière sur la boîte. Ça, pour l'instant, voilà, c'est les messages que je veux faire passer sur lesquels je bosse. Ça marche? Bah, tu pourras demander son avis à Sarah Saidi, puisqu'elle a sorti un livre aussi. Moi, je me rappelle. On est beaucoup, je crois, avec Florian à sortir des bouquins au fur et à mesure. Tu disais que tu avais plusieurs coachs, tu as pris quoi comme autre coach?
Franchement, j'ai eu un peu de tout. J'ai eu des coachs perso, coachs de vie. J'ai eu accès via l'Avant-Garde, qui est une communauté de femmes managers dans le produit. Donc d'ailleurs, s'il y a des femmes managers dans le produit qui nous écoutent, n'hésitez pas à rejoindre l'Avant-Garde, qui était déjà sur comment je gère l'imprévu, comment j'apprends à dire non, qui moi est un gros sujet pour moi. Voilà, si j'aime bien partager avec des gens, bah du coup mon agenda était plein de one-one et c'est très dur pour moi de refuser quand quelqu'un me dit est-ce qu'on peut prendre une demi-heure pour parler, mais c'est pas possible pour moi de dire oui à toutes les personnes qui me demandent. Euh, j'ai eu du coaching un peu plus orienté sur vraiment la sortir du freelancing aux 5 jours semaine. Comment je gère ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça a comme impact et qu'est-ce qui existe comme business model. J'ai eu du coaching sur LinkedIn parce que j'écris sur LinkedIn et à un moment, au bout d'un an, je me suis dit, bah tiens, je sens que ça bloque, j'aimerais bien passer un peu à l'étape au-dessus. J'ai pris quelqu'un pour ma charte graphique qui m'a fait me poser plein de questions sur qu'est-ce que je voulais. Mais pareil, pas au tout début, hein. Enfin, je fais un gros warning sur ceux qui nous écoutent. Je dis surtout pas, faites tout ça en vous lançant en freelance. Commencez tout petit et puis juste vous prenez les trucs au fur et à mesure quand vous en avez besoin. Et en fait, dès qu'il me manque une compétence, bah là, tu vois, le livre, au lieu de me dire, je vais essayer d'écrire un bouquin tout seul, alors que je sais que c'est une énorme montagne à franchir et que c'est un truc d'année, bah, j'ai pris une coach sur, OK, comment je lance correctement ce projet pour pouvoir y arriver. Et donc, j'ai un mix entre du coaching plus de long terme, comme avec Floriane, sur quel style de vie je veux, quel lifestyle je veux, comment j'y arrive. Genre de questions que je me posais jamais en tant que salarié entre toi et moi, mais qui est important en freelance où tu peux vraiment choisir. Et du coaching beaucoup plus sur certaines compétences qui vont me manquer dans l'entrepreneuriat. Peut-être un jour sur les refontes, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé un truc où je me suis dit: «Tiens, ça, c'est une formation qui va m'aider», à part peut-être une formation de coach, mais je suis pas encore sûre. En tout cas, voilà, donc du skills et du lifestyle, mixé. Eh ben super Claire, je pense que tu repasseras si le moment t'a plu. Et bah, écoute, avec grand plaisir. Si on veut te suivre, discuter avec toi, travailler avec toi, comment on fait Claire? Alors le plus efficace, c'est sur LinkedIn. Pour ceux qui font une refonte, il y a sur mon profil de LinkedIn le lien vers ma newsletter, qui est celui que je fais et là, j'allais dire, je vais avoir une petite pause professionnelle entre, avril et septembre 2025. Donc juste, ne vous étonnez pas si vous écrivez que je ne réponds pas, ce n'est pas que je boude, c'est juste que j'ai d'autres projets professionnels qu'il faut que je reprendrai en septembre. Ça marche. Moi, je me servirai de toi hein, quand les gens ils me disent j'ai pas le temps. Regardez, moi je connais quelqu'un qui est Claire. Elle a 2 enfants, elle est à son compte, elle continue à prendre du temps à se former, à faire des conférences, à écrire des livres et tout. Donc, C'est une question de choix. Tout est une question d'arbitrage. C'est au détriment de quelque chose d'autre, mais tout s'arbitre. eh ben, ce sera le mot de la fin, Claire. Merci à toi. Merci à toi, Christophe. Et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur le podcast si vous avez aimé l'épisode avec Claire. Ça m'aide énormément. Et bah Claire, à bientôt sur LinkedIn, en conf ou voilà. Je te remercie. Ciao. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aiderait énormément pour la diffusion du podcast. Je vous remercie pour votre temps et à bientôt.